Bonjour ou bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de Sherlock Holmes et du docteur Watson. L'histoire s'intitule Le rituel des Musgrave. Sans plus tarder, on va commencer. Une anomalie qui m'a souvent frappé dans le caractère de mon ami Sherlock Holmes, c'était, bien que dans ses façons de penser il fût le plus clair et le plus méthodique des hommes, et bien qu'il affectât dans sa mise une certaine recherche d'élégance discrète, il n'était pas moins, dans ses habitudes personnelles, un des hommes les plus désordonnés qui ait jamais poussé à l'exaspération le camarade qui partageait sa demeure. Non pas que je sois moi-même le moins du monde tatillon sous ce rapport, la campagne d'Afghanistan, avec ses rudes travaux, ses dures secousses, venant s'ajouter à une tendance naturelle chez moi pour la vie de bohème, m'a rendu un peu plus négligent qu'il ne sien à un médecin. Mais il y a une limite, et quand je découvre un homme qui garde ses cigarettes dans le seau à charbon, son tabac dans une pantoufle, persane, et les lettres à répondre fichées à l'aide d'un grand couteau au beau milieu de la tablette en bois de la cheminée, alors je commence à arborer des airs vertueux. J'ai toujours estimé, quant à moi, que la pratique du pistolet devait être strictement un exercice en plein air, et lorsque Holmes, dans un de ses accès de bizarrerie, prenait place dans un fauteuil, avec son revolver et une centaine de cartouches, et qu'il se mettait à décorer le mur d'en face d'un semis de balles qui dessinait les initiales patriotiques VR, j'ai chaque fois éprouvé l'impression très nette que ni l'atmosphère ni l'aspect de notre living n'y gagnaient. Nos pièces étaient toujours pleines de produits chimiques et de reliques de criminels qui avaient une singulière façon de s'aventurer dans des lieux invraisemblables, de se montrer dans le beurrier ou dans des endroits encore moins indiqués. Mais mon grand supplice, c'était ses papiers. Il avait horreur de détruire des documents, et surtout ceux qui seraient apportés à ses enquêtes passées. Malgré cela, il ne trouvait guère qu'une ou deux fois par an l'énergie pour les étiqueter et les arranger. Car, comme j'ai eu l'occasion de le dire, en je ne sais quel endroit, de ses mémoires décousues, les crises d'énergie et d'ardeur qui s'emparaient de lui lorsqu'il accomplissait les remarquables exploits auxquels est associé son nom étaient suivies de périodes de léthargie, pendant lesquelles il demeurait inactif, entre son violon et ses livres, bougeant à peine, sauf pour aller au canapé ou à la table. Ainsi, de mois en mois, les papiers s'accumulaient jusqu'à ce que tous les coins de la pièce fussent encombrés de paquets de manuscrits qu'il ne fallait à aucun prix brûler, et que seul leur propriétaire pouvait ranger. Un soir d'hiver, comme nous étions assis près du feu, je me risquai à lui suggérer que, puisqu'il avait fini de coller les coupures de son registre ordinaire, il pouvait employer ces 2 heures suivantes à rendre notre pièce un peu plus habitable. Il ne pouvait contester la justesse de ma demande. Aussi s'enfuit-il, le visage déconfit, à sa chambre à coucher, d'où il revint bientôt tirant derrière lui une grande malle de zinc. Il la plaça au milieu de la pièce et, s'accroupissant en face sur un tabouret, il en enleva le couvercle. Je pus voir qu'elle était déjà au tiers pleine de papiers réunis en liasses de toutes sortes, avec du ruban rouge. « Il y a là, Watson, dit-il, en me regardant avec des yeux malicieux, pas mal d'enquêtes. Je pense que si vous saviez tout ce que j'ai dans cette malle, vous me demanderiez d'en exhumer quelques-unes au lieu d'en enfouir de nouvelles. Ce sont des souvenirs de vos premiers travaux? J'ai en effet souvent souhaité posséder quelques notes de ces affaires. Oui, mon cher, toutes ces enquêtes remontent au temps où mon biographe n'était pas encore venu chanter ma gloire. » Il soulevait les liasses l'une après l'autre, d'une façon en quelque sorte tendre et caressante. Ce ne sont pas toutes des succès, mais il y a là quelques jolis petits problèmes. Voici les souvenirs des assassins de Tarleton, l'affaire de Von Berry, le marchand de vin, les aventures de la vieille Russe et la singulière affaire de la béquille en aluminium, ainsi qu'un récit détaillé du Pied-Beau Ricoletti et de son horrible femme. Et voici... Ah, cela c'est réellement un objet de choix. Il plongea le bras au fond de la caisse et en retira une petite boîte en bois, munie d'un couvercle à glissière, comme en sont celles où on range les jouets d'enfants. Il en sortit un morceau de papier chiffonné, une vieille clé en laiton, une cheville de bois à laquelle était attachée une pelote de corde et 3 vieux disques de métal rouillé.
Eh bien, mon garçon, que dites-vous de ce lot-là demanda-t-il en souriant de l'expression de mon visage. C'est une curieuse collection. Très curieuse, et l'histoire qui s'y attache vous frappera comme plus curieuse encore. Ces répliques ont une histoire alors, à tel point qu'elles sont bel et bien de l'histoire. Que voulez-vous dire par là? Sherlock Holmes les prit une à une et les déposa sur le bord de la table. Puis il se rassit dans son fauteuil et les considéra, une lueur de satisfaction dans les yeux. C'est là, dit-il, tout ce qu'il me reste pour me rappeler l'épisode du rituel des Musgrave. Je l'avais à plusieurs reprises entendu mentionner cette affaire, bien que je n'eusse jamais pu en recueillir les détails. Je serais si content si vous pouviez m'en faire le récit. Et laisser se fouiller tel quel, s'écria-t-il malicieusement. Votre amour de l'ordre n'en souffrira pas tellement, somme toute, Watson, et moi je serais content que vous ajoutiez cette affaire à vos mémoires, car elle comporte certains points qui la rendent absolument unique dans les annales criminelles de ce pays, et je crois de tous les pays. Une collection de menus exploits serait assurément incomplète si elle ne contenait point le récit de cette singulière enquête. Vous rappelez-vous peut-être comment l'affaire du Gloria Scott et ma conversation avec le malheureux dont je vous ai raconté le sort dirigèrent pour la première fois mon attention vers la profession que j'allais exercer durant ma vie. Vous me connaissez maintenant, que mon nom s'est répandu partout. Maintenant que le public et la police officielle admettent que je suis l'ultime instance à laquelle on fait appel dans les affaires douteuses. Même quand vous avez fait ma connaissance au temps de l'affaire, et que vous avez perpétué dans l'étude en rouge, je m'étais déjà créé une clientèle considérable, bien que très peu lucrative. Vous ne pouvez guère vous rendre compte des difficultés que j'ai d'abord éprouvées et du temps qu'il m'a fallu avant de réussir à atteindre le premier rang. Quand je suis venu à Londres, à mes débuts, j'avais un appartement dans Mountain Street, juste au coin, en partant du British Museum. Et là, j'attendais occupant mes trop nombreuses heures de loisirs à l'étude de toutes les branches de la science susceptibles de m'être profitables. De temps en temps, des affaires s'offraient à moi, grâce surtout à l'entremise de quelques anciens camarades d'études, car, dans les dernières années de mon séjour à l'université, on avait pas mal parlé de mes méthodes. La troisième de ces affaires fut le rituel des Musgrave, et c'est à l'intérêt qu'éveilla ce singulier enchaînement d'événements et aussi aux résultats auxquels il aboutit que je fais remonter les premières étapes sérieuses de ma réussite actuelle. Reginald Musgrave avait été au même collège que moi, et je le connaissais quelque peu. En règle générale, il n'était pas très populaire parmi les étudiants, quoiqu'il m'ait toujours semblé ce que l'on considérait chez lui comme de l'orgueil n'était en réalité qu'un effort pour couvrir un extrême manque naturel de confiance en soi. D'aspect, c'était un homme d'un type suprêmement aristocratique, mince, avec un long nez, de grands yeux, une allure indolente et pourtant courtoise. C'était en effet le rejeton d'une des plus vieilles familles du royaume, bien que sa branche fût une branche cadette qui s'était séparée des Musgrave du nord, et à une certaine époque, au XVIe siècle, pour s'établir dans l'ouest du Sussex, où le manoir de Hurlstone constitue peut-être le plus vieux bâtiment habité du comté. Quelque chose du lieu de sa naissance semblait adhérer à l'homme. Je n'ai jamais regardé son visage pâle et ardent, ou bien considéré son port de tête sans les associer aux voûtes grises, aux fenêtres à meneaux et à toutes ces vénérables reliques d'un château féodal. De temps en temps, nous nous laissions aller à bavarder, et je peux me rappeler que, plus d'une fois, il exprima un vif intérêt pour mes méthodes d'observation et de déduction. Il y avait 4 ans que je ne l'avais vu, quand un matin, il entra dans mon logis de Mountain Street. Il n'avait guère changé, il était habillé comme un jeune homme à la mode, ce fut toujours un peu un dandy, et il gardait des manières tranquilles et douces qu'il avait jadis caractérisées. « Qu'êtes-vous donc venu faire, Musgrave » lui demandai-je après une cordiale poignée de main. « Sans doute avez-vous appris la mort de mon père, a-t-il dit. Il a été emporté il y a 2 ans environ. Depuis lors, j'ai naturellement dû administrer le domaine de Hurlstone, et comme je suis député de ma circonscription en même temps, ma vie a été assez occupée. Mais j'ai appris, Holmes, que vous employez à des fins pratiques ces dons avec lesquels vous m'étonniez. Oui, dis-je, je me suis mis à vivre de mon intelligence. Je suis enchanté de l'apprendre, car vos conseils aujourd'hui me seraient infiniment précieux.
Il s'est passé chez nous, à Hurlstone, d'étranges événements sur lesquels la police a été absolument incapable de jeter une lumière quelconque. C'est vraiment la plus extraordinaire et la plus inexplicable affaire. Vous imaginez, Watson, avec quel empressement je l'écoutais, car c'était l'occasion même que j'avais si ardemment désirée pendant tous ces longs mois d'inaction, qui semblaient se trouver à ma portée. Tout au fond de mon cœur, je me croyais capable de réussir, là où d'autres échouaient. Et j'avais une fois la possibilité de me mettre à l'œuvre. « Je vous en prie, donnez-moi les détails, m'écriai-je. Reginald Musgrave s'assit en face de moi et alluma une cigarette que j'avais poussée vers lui. « Il faut que vous sachiez, dit-il, que bien que célibataire, je dois entretenir à Hurlstone tout un personnel domestique, car les bâtiments sont vieux et mal distribués. Il faut s'en occuper pas mal. J'ai aussi des chasses gardées et pendant la belle saison, j'ai ordinaire beaucoup d'invités. De sorte que cela n'irait plus si on manquait de personnel. Il y a donc en tout 8 bonnes, le cuisinier, le sommelier, 2 valets de pied et un garçon. Les jardins ont naturellement leur personnel à eux. De ces domestiques, celui qui a été le plus longtemps à notre service était le sommelier Brunton. Quand il a été d'abord engagé par mon père, c'était un maître d'école sans situation. Mais homme de caractère et plein d'énergie, il devint vite indispensable à la maison. C'était aussi un bel homme, bien planté, au front magnifique, et bien qu'il ait été avec nous pendant 20 ans, il ne peut aujourd'hui en avoir plus de 40. Avec ses avantages personnels, des dons extraordinaires, car il sait parler plusieurs langues et joue presque de tous les instruments de musique, c'est étonnant qu'il se soit si longtemps contenté d'une situation pareille, mais je suppose qu'il se trouvait confortablement installé et qu'il n'avait pas l'énergie de changer. Le sommelier de Hurlstone est un souvenir qu'emportent tous ceux qui nous rendent visite. Mais ce parangon a un défaut. C'est un peu un Don Juan. Et vous pouvez imaginer que pour un homme comme lui, le rôle n'est pas très difficile à jouer dans ce coin tranquille de la campagne. Quand il était marié, tout allait bien. Mais depuis qu'il est veuf, les ennuis qu'il nous a faits n'ont pas cessé. Il y a quelques mois, nous espérions qu'il allait de nouveau se fixer, car il se fiança à Rachel Owells, notre seconde femme de chambre. Mais il l'a jetée par-dessus bord, et depuis, il s'est mis à courtiser Jane Tregillis, la fille du premier chasse-garde. Rachel est une très bonne fille, mais celte, et par conséquent, d'un caractère emporté. A un sérieux commencement de fièvre cérébrale et circule maintenant, ou plus ou moins circulait hier encore, dans la maison comme l'ombre aux yeux noirs de ce qu'elle était naguère. Ce fut là notre drame à Hurlstone. Mais il s'en est produit un autre qui l'a chassé de nos pensées, et qui fut précédé de la disgrâce et du congédiement du sommelier Brunton. Voici comment cela s'est passé. Je vous ai dit que l'homme était intelligent, et c'est cette intelligence même qui a causé sa perte, car elle semble l'avoir conduit à se montrer d'une insatiable curiosité à l'égard des choses qui ne le concernaient nullement. Je n'imaginais pas où cela le mènerait, jusqu'au moment où un accident très simple m'a ouvert les yeux. Je vous ai dit que la maison était très mal distribuée. Une nuit de la semaine dernière, celle de jeudi pour être plus précis, je constatai que je ne pouvais dormir, pour avoir, après dîner, sottement pris une tasse de café noir très fort. Jusqu'à 2 heures du matin, j'ai lutté contre une insomnie. Puis, j'ai compris que c'était tout à fait inutile. Je me suis donc levé et j'ai allumé la bougie dans l'intention de continuer la lecture d'un roman. Comme j'avais laissé le livre dans la salle de billard, j'ai passé ma robe de chambre et je suis allé le chercher. Pour parvenir à la salle de billard, je devais descendre un escalier, puis traverser l'amorce du couloir qui menait à la bibliothèque et à la salle d'armes. Imaginez ma surprise quand, en regardant dans le couloir devant moi, j'aperçus une lueur qui provenait de la porte ouverte de la bibliothèque. J'avais moi-même éteint la lampe et fermé la porte avant d'aller me coucher. Naturellement, je pensais tout d'abord à des cambrioleurs. Les murs des couloirs à Hurlstone sont abondamment ornés de trophées et d'armes anciennes. Saisissant une hache et laissant là ma bougie, je me suis avancé doucement sur la pointe des pieds, et par la porte ouverte, j'ai regardé à l'intérieur de la bibliothèque. Brunton, le sommelier, était là, assis, dans un fauteuil, avec sur son genou un petit morceau de papier qui ressemblait à une carte, le front appuyé dans sa main.
Il réfléchissait profondément. Je demeurais muet d'étonnement à l'observer, d'où j'étais dans l'ombre. Une petite bougie au bord de la table répandait une lumière faible, mais elle suffisait pour me montrer qu'il était complètement habillé. Soudain, pendant que je le regardais, il se leva de son siège et se dirigeant vers un bureau sur le côté, il l'ouvrit et en tira un des tiroirs. Il y prit un papier et revenant s'asseoir, le posa à plat près de la bougie. Au bord de la table, il se mit à l'étudier avec une minutieuse attention. Mon indignation à la vue de ce tranquille examen de nos papiers de famille m'emporta si fort que je fis un pas en avant. Brunton, en levant les yeux, me vit dans l'encadrement de la porte. D'un bond, il fut debout. Son visage devint livide de crainte, et il fourra à l'intérieur de son vêtement le papier qui ressemblait à une carte, qu'il était en train d'étudier. « Quoi ?» dis-je. « C'est ainsi que vous nous remerciez de la confiance que nous avions mise en vous ? Vous quittez notre service demain. » Il s'inclina de l'air d'un homme qui est complètement écrasé et s'esquiva sans mot dire. La bougie était toujours sur la table, et à sa lumière je jetai un coup d'œil pour voir quel papier il avait pris dans le bureau. À ma grande surprise, je vis que ce n'était pas une chose importante, mais simplement une copie des questions et des réponses de cette vieille règle singulière qu'on appelle le rituel des Musgrave. C'est une sorte de cérémonie particulière à notre famille, que depuis des siècles, tous les Musgrave, en atteignant leur majorité, ont accompli. Quelque chose qui n'a pas d'intérêt personnel et qui, s'il présente, comme nos blasons et nos écus, une vague importance aux yeux de l'archéologue, n'a en soi aucune utilité pratique, quelle qu'elle soit. Nous reviendrons sur ce papier tout à l'heure, dis-je. Si vous pensez que c'est vraiment nécessaire, répondit-il en hésitant un peu, pour continuer mon exposé, cependant, j'ai refermé le bureau en me servant pour cela de la clé que Brunton avait laissée, et j'avais fait demi-tour pour m'en aller, quand je fus surpris de voir que le sommelier était revenu et se tenait devant moi. « Monsieur Musgrave, monsieur, » s'écria-t-il d'une voix que l'émotion étranglait. « Je ne puis supporter ma disgrâce, monsieur. Toute ma vie, ma fierté m'a placé au-dessus de ma situation, et la disgrâce me tuerait. Vous aurez mon sang sur la conscience, monsieur, sur votre conscience. C'est un fait. Si vous m'acculez au désespoir, si vous ne pouvez pas me garder après ce qui s'est passé, pour l'amour de Dieu, alors laissez-moi vous donner congé et m'en aller dans un mois, de mon propre gré. Cela je pourrais le supporter, monsieur Musgrave, mais non d'être chassé au vu de tous, les gens que je connais si bien. Vous ne méritez pas tant d'égards, Brunton, répondis-je. Votre conduite a été infâme. Cependant, comme il y a longtemps que vous êtes dans la famille, je ne désire pas vous infliger un affront public. Disparaissez dans une semaine et donnez à votre départ la raison que vous voudrez. « Rien qu'une semaine, monsieur » s'écria-t-il d'une voix désespérée. « Une quinzaine, dites, au moins une quinzaine. Une semaine, et vous pouvez vous estimer heureux. Je vous ai traité avec indulgence. » Il s'en alla sans bruit, la tête tombant sur la poitrine, comme un homme accablé, tandis que j'éteignais la lumière et regagnai ma chambre. Pendant les 2 jours qui suivirent cet incident, Brunton se montrait fort zélé à remplir ses devoirs. Je ne fis aucune allusion à ce qui s'était passé, et j'attendis avec quelque curiosité de voir comment il couvrirait sa disgrâce. Au matin du 3e jour, pourtant, il ne vint pas, comme c'était son habitude après le petit déjeuner, prendre mes instructions pour la journée. Comme je quittais la salle à manger, je rencontrai par hasard Rachel Howells, la bonne. Je vous ai dit qu'elle n'était que tout récemment remise de la maladie et qu'elle avait l'air si lamentablement pâle et blême que je la grondai parce qu'elle travaillait. « Vous devriez être au lit, dis-je. Vous reviendrez travailler quand vous serez plus forte. » Elle me regarda avec une expression si étrange que je commençai à la soupçonner d'avoir le cerveau dérangé. « Je suis assez forte, monsieur Musgrave, » répondit-elle. « Nous verrons ce que dira le docteur. Il faut en tout cas que vous cessiez de travailler à présent. Et quand vous descendrez, voulez-vous dire à Brunton que je désire le voir ? » « Le sommelier est parti, dit-elle. »« Parti ? Parti où ? » ?»« Il est parti, personne ne l'a vu. Il n'est pas dans sa chambre. »« Oh oui, il est parti. Il est parti. » Elle recula et tomba contre le mur, en poussant des cris et en riant. Et je restai là, horrifié par cette crise hystérique. Puis je me précipitai vers la cloche pour appeler de l'aide. Pendant qu'on emmenait la jeune fille, toujours criant et sanglotant, je m'informai de Brunton. Il n'y avait pas de doute, il avait disparu.
Il n'avait pas dormi dans son lit, personne ne l'avait vu depuis qu'il s'est rendu dans sa chambre la veille. Et pourtant, il était difficile de voir comment il avait pu sortir de la maison, puisqu'on avait au matin trouvé les portes et les fenêtres fermées à clé. Ses habits, sa montre et même son argent étaient chez lui. Mais le complet noir qu'il portait d'ordinaire n'était plus là. Ses pantoufles aussi avaient disparu. Mais il avait laissé ses souliers. Où donc Brunton avait-il pu aller pendant la nuit? Et qu'est-il devenu à présent? Naturellement, nous avons fouillé la maison de la cave au grenier, mais il n'y avait aucune trace de l'homme. La maison est, je vous l'ai dit, un labyrinthe, surtout l'aile primitive qui pratiquement est maintenant inhabitée. Mais nous avons tout retourné, dans chaque chambre, chaque mansarde, sans découvrir la moindre trace du disparu. Il me semblait incroyable qu'il ait pu s'en aller en laissant là tout ce qui lui appartenait. Et pourtant, où pouvait-il être? J'ai fait venir la police locale, mais sans succès. Il avait plu la nuit précédente et nous avons examiné la pelouse et les allées tout autour de la maison. Mais en vain. Les choses en étaient là quand un nouvel incident détourna complètement notre attention de ce premier mystère. Pendant 2 jours, Rachel Howells avait été si malade, en proie tantôt au délire, tantôt à l'hystérie, qu'une infirmière s'occupait d'elle et la veillait. La 3e nuit qui suivit la disparition de Brunton, l'infirmière, jugeant sa malade placidement endormie, se laissa aller à sommeiller dans son fauteuil. Quand elle se réveilla aux premières heures du matin, elle trouva le lit vide, la fenêtre ouverte et plus trace de la malade. Tout de suite on m'éveilla et avec les 2 valets de pied, je partis sans retard à la recherche de la disparue. Il n'était pas difficile de dire quelle direction elle avait prise car, en partant de dessous sa fenêtre, nous pouvions aisément suivre la trace de ses pas à travers la pelouse, jusqu'au bord de l'étang, où elle disparaissait, tout près du chemin du gravier qui mène hors de la propriété. L'étang à cet endroit a 8 pieds de profondeur, et vous imaginez ce que nous avons éprouvé quand nous avons vu que la piste de la pauvre démente s'arrêtait au bord même. Tout de suite, naturellement, les barges furent là, et on se mit au travail pour chercher le corps de la fille. Mais nous n'avons pu en trouver trace. Par contre, nous avons ramené à la surface une chose des plus inattendues. C'était un sac de toile qui contenait, avec une masse de vieux métal rouillé et décoloré, plusieurs galets ou morceaux de verre de couleur sombre. Cette étrange trouvaille fut tout ce que nous avons pu extraire de l'étang. Et bien que nous ayons fait hier toutes les recherches et enquêtes possibles, nous ne savons rien ni du sort de Rachel Howells ni de celui de Richard Brunton. La police du comté y perd son latin, et je suis venu vers vous parce que je vous considère comme mon ultime ressource. Vous pouvez supposer, Watson, avec quelle attention j'ai écouté cette extraordinaire suite d'événements, et comme je m'efforçais de les ajuster ensemble et d'imaginer un fil quelconque auquel on pourrait les rattacher tous. Le sommelier était parti, la fille était partie. La fille avait aimé le sommelier, mais avait eu ensuite des raisons de le haïr. Elle avait de ce sang gallois, fougueux et passionné. Elle avait été terriblement surexcitée aussitôt que l'homme avait disparu. Elle avait jeté dans l'étang un sac qui contenait des choses bizarres, autant de facteurs qu'il fallait prendre en considération. Et cependant, aucun n'allait au fond de l'affaire. Il s'agissait de savoir quel était le point de départ de cet enchaînement d'événements. Là se trouvait l'extrémité de cette filière embrouillée. Il faut, Musgrave, dis-je, que je voie le papier qui, aux yeux de votre sommelier, valait assez la peine d'être consulté pour qu'il encourt le risque de perdre sa place. C'est une chose assez absurde que notre rituel, répondit-il. Mais il a du moins, pour le sauver et l'excuser, la grâce de l'Antiquité. J'ai là une copie des questions et des réponses, si vous voulez prendre la peine d'y jeter un coup d'œil. Il me passa ce papier, celui que j'ai là, Watson, et voici l'étrange catéchisme auquel chaque Musgrave devait se soumettre quand il arrivait à l'âge d'homme. Je vous lis questions et réponses, telles qu'elles viennent. À qui appartenait-elle? À celui qui est parti. Qui doit l'avoir? Celui qui viendra. Quel était le mois? Le 6e en partant du 1er. Où était le soleil? Au-dessus du chêne. Où était l'ombre? Sous l'orme. Comment y avancer? Au nord par 10 et par 10, à l'est par 5 et par 5, au sud par 2 et par 2, à l'ouest par 1 et par 1, et ainsi dessous.
Que donnons-nous en échange? Tout ce qui est nôtre. Pourquoi devons-nous le donner? À cause de la confiance. L'original n'est pas daté, mais il a l'orthographe du milieu du XVIe siècle, me signala Musgrave. J'ai peur toutefois qu'il ne puisse guère nous aider à résoudre ce mystère. Du moins, dis-je, nous fournit-il un autre mystère, et celui-ci est même plus intéressant que le premier. Et il peut se faire que la solution de l'un se trouve être la solution de l'autre. Vous m'excuserez, Musgrave, si je dis que votre sommelier me semble avoir été un homme très fort et avoir eu l'esprit plus clair et plus pénétrant que 10 générations de ses maîtres. J'ai peine à vous suivre, répondit Musgrave. Ce papier me semble à moi n'avoir aucune importance pratique. Et à moi, il me semble immensément pratique. Et j'imagine que Brunton en avait la même opinion. Sans doute l'avait-il déjà vu avant, cette nuit où vous l'avez surpris. C'est bien possible, nous ne prenons pas la peine de le cacher. Il désirait simplement, en cette dernière occasion, se rafraîchir la mémoire. Il avait, si je comprends bien, une espèce de carte qu'il comparait avec le manuscrit et qu'il a mise dans sa poche quand vous avez paru. C'est bien cela. Mais en quoi pouvait l'intéresser cette vieille coutume de famille? Et que signifie ce rabâchage? Je ne pense pas que nous éprouverons de grandes difficultés à l'établir, dis-je. Avec votre permission, nous prendrons le premier train pour le Sussex et nous examinerons la question un peu plus à fond sur les lieux. Ce même après-midi, nous nous retrouvâmes tous les deux à Hurlstone. Peut-être avez-vous vu des images ou des descriptions de cette fameuse résidence. Aussi n'en parlerai-je que pour vous dire que la construction a la forme d'un L dont la ligne montante serait la partie la plus moderne et la base la portion originale sur laquelle l'autre s'est greffé. Au-dessus de la porte base, au lourd linteau, au centre de cette partie antique est gravée la date 1607. Mais les connaisseurs conviennent tous que les poutres et la maçonnerie sont en réalité bien plus vieilles que cela. Les murs d'une épaisseur énorme et les fenêtres toutes petites ont, au siècle dernier, chassé la famille dans l'aile nouvelle et l'ancienne étant désormais utilisée comme réserve et comme cave. Quand toutefois on s'en servait, un parc splendide avec de beaux vieux arbres entourait la maison, et l'étang dont avait parlé mon client s'étendait tout près de l'avenue. À 200 mètres environ du bâtiment, j'étais déjà bien convaincu, Watson, qu'il ne s'agissait pas de 3 mystères distincts, mais d'un seul, et que si je pouvais déchiffrer sans erreur le rituel, j'aurais en main le fil qui me guiderait vers la vérité, aussi bien en ce qui concernait le sommelier Brunton que pour Howells, la bonne. C'est à cela que j'ai appliqué toute mon énergie. Pourquoi ce domestique était-il si anxieux de bien posséder cette ancienne formule? Évidemment parce qu'il y voyait quelque chose qui avait échappé à toutes ces générations de grands propriétaires et dont il escomptait quelques avantages personnels. Qu'était-ce donc, et en quoi cela avait-il influencé son destin? Pour moi, il était évident, à la lecture du rituel, que les mesures devaient se rapporter à un certain endroit, auquel le reste du document faisait allusion, et que si nous parvenions à trouver cet endroit, nous serions sur la bonne voie pour apprendre quel était le secret que le vieux Musgrave avait cru nécessaire de garder de façon si curieuse. 2 points de repère nous étaient fournis, au départ, un chêne et un orme. Pour le chêne, cela ne pouvait faire de question. Juste en face de la maison, sur le côté gauche de l'avenue, se dressait un chêne patriarche, un des plus magnifiques arbres que j'eusse jamais vus. Cet arbre était-il là, manquis-je, comme nous passions à côté, lorsque votre rituel a été écrit? Selon toute probabilité, il était là au temps de la conquête normande. Il mesure 7 mètres de tour. Un de mes points était ainsi bien assuré. Avez-vous de vieux ormes? Il y en avait un très vieux, là-bas, mais il a été frappé par la foudre il y a 10 ans, et on a enlevé la souche. On peut voir où il était? Oh oui. Il n'y en a pas d'autres. Pas de vieux, mais il y a une quantité de hêtres. J'aimerais voir où se dressait l'orme. Nous étions venus en dog-cart, et mon client me conduisit tout de suite, sans même entrer dans la maison, à l'excavation dans la pelouse, où l'orme s'était dressé. C'était presque à mi-chemin entre le chêne et la maison. Mon enquête semblait progresser. Je suppose qu'il n'est pas possible de savoir quelle était sa hauteur, demandai-je. Je peux vous la donner tout de suite. Un peu moins de 20 mètres.
Comment se fait-il que vous sachiez cela? Ai-je demandé surpris. Comme mon vieux précepteur me donnait à faire des exercices de trigonométrie, cela s'appliquait toujours à des hauteurs à déterminer. Dans ma jeunesse, j'ai calculé la hauteur de tous les arbres et de tous les bâtiments de la propriété. C'était un coup de veine inattendu. Mes données arrivaient plus vite que je n'aurais pu raisonnablement l'espérer. Dites-moi, votre sommelier ne vous a-t-il jamais posé des questions de ce genre? Reginald Musgrave me regarda étonné. Maintenant que vous me le rappelez, répondit-il, Brunton m'a effectivement demandé la hauteur de cet arbre il y a quelques mois, à propos d'une petite discussion avec le valet d'écurie. C'était une excellente nouvelle, Watson, car il me prouvait que j'étais sur la bonne voie. J'ai regardé le soleil, il était encore assez bas dans le ciel, et j'ai calculé qu'en moins d'une heure, il serait juste au-dessus des branches les plus élevées du vieux chêne. Une des conditions stipulées dans le rituel serait alors remplie, et l'ombre de l'orme devait vouloir dire la partie la plus extrême de l'ombre, sans quoi on aurait pris le tronc comme point de repère. Il fallait donc trouver l'endroit où l'extrémité de l'ombre tomberait quand le soleil s'écarterait du chêne. Cela a dû être très difficile, Holmes, l'orme n'étant plus là. Eh bien, je savais du moins que si Brunton était capable de le trouver, je le trouverais aussi. En outre, il n'y avait vraiment pas de difficulté. Je suis allé avec Musgrave dans son bureau et j'ai taillé moi-même cette cheville à laquelle j'ai attaché cette longue ficelle, en y faisant un nœud tous les mètres. J'ai pris ensuite des morceaux de canne à pêche qui mesuraient tout juste 2 mètres et je suis retourné avec mon client à l'ancien emplacement de l'orme. Le soleil effleurait tout juste le sommet du chêne. J'ai dressé la canne à pêche, j'ai marqué la direction de l'ombre et je l'ai mesurée. Elle avait 3 mètres de long. Bien entendu, le calcul était simple. Si une canne à pêche de 2 mètres projetait une ombre de 3 mètres, un arbre de 20 mètres en projetterait une de 30. Et la direction, dans les 2 cas, serait la même, bien entendu. J'ai mesuré la distance voulue, ce qui m'amena presque au mur de la maison, endroit où j'ai planté une fiche. Vous pouvez imaginer ma joie, Watson, quand à moins de 2 pouces de ma fiche, je découvris dans le sol un trou conique. J'étais sûr que c'était la marque qu'avait faite Brunton en prenant ses mesures et que j'étais sur sa piste. Depuis ce point de départ, je me suis mis à avancer. Après avoir d'abord vérifié les points cardinaux à l'aide de la boussole de poche, 10 pas m'amenèrent sur une ligne parallèle au mur de la maison et de nouveau, j'ai marqué cet endroit avec une cheville. Puis j'ai, avec grand soin, fait 5 pas à l'est et 2 au sud, ce qui me conduisit au seuil même de la vieille porte. 2 autres pas à l'ouest impliquaient alors que je devrais marcher vers le corridor d'allée et que là était l'endroit qu'indiquait le rituel. Je n'ai jamais ressenti un tel frisson de déception, Watson. Un moment, il me sembla qu'il devait y avoir une erreur radicale dans mes calculs. Le soleil couchant éclairait en plein sol du corridor, et je pouvais voir que son pavage de pierre grise usé par les pas était solidement assemblé par du ciment et n'avait certainement pas été bougé depuis de longues années. Brunton n'avait pas travaillé par là. J'ai frappé sur le sol, mais partout il rendait le même son. Il n'y avait nul signe de fissure ou de crevasse. Par bonheur, Musgrave, qui avait commencé à saisir le sens de mes actes et qui ne se passionnait pas moins que moi, sortit son manuscrit pour vérifier mes calculs. « Et en dessous » s'écria-t-il. « Vous avez oublié. Et en dessous » J'avais pensé que cela voulait dire que nous devrions creuser, mais alors naturellement je vis tout de suite que j'avais tort. « Il y a donc une cave sous ces dalles » m'écriai-je. « Oui, et aussi vieille que la maison, en descendant ici par cette porte. » Nous descendîmes les degrés en colimaçon, d'un escalier de pierre, et mon compagnon, frottant une allumette, alluma une grosse lanterne qui se trouvait sur un tonneau, dans un coin. Tout de suite, il fut évident que nous étions parvenus au bon endroit et que nous n'étions pas les seuls à le visiter depuis peu. On s'en était servi pour y emmener du bois, mais les bûches, de toute évidence jetées auparavant, en désordre partout sur le sol, avaient été empilées de chaque côté de façon à laisser un espace libre au milieu. Dans cet espace se trouvait une large et lourde dalle, munie au centre d'un anneau de fer rouillé.
auquel un épais cache-nez à rayures était attaché. « Pardieu !» s'exclama mon client. « C'est le cache-nez de berger de Brunton. Je le reconnais et je pourrais en jurer. Qu'est-ce que cette canaille est venue faire ici ?» On fit venir 2 agents de police du comté pour qu'ils fussent présents, et je me suis alors efforcé de soulever la pierre en tirant sur le cache-nez. Je ne pus que la bouger légèrement, et ce ne fut qu'avec l'aide d'un des agents que je réussis enfin à la pousser sur un des côtés. Un grand trou noir s'ouvrit, béant, dans lequel nous regardâmes tous, pendant que Musgrave, à genoux sur le bord, y descendait sa lanterne. Une cavité carrée profonde de 2 bons mètres environ, et d'un peu plus d'1 mètre de côté, s'ouvrait devant nous. Il s'y trouvait une boîte en bois plate et cerclée de laiton. Dans le couvercle, la charnière était relevée. Dans la serrure était engagée cette curieuse clé ancienne. L'extérieur était couvert d'une épaisse couche de poussière. L'humidité et les vers avaient rongé le bois, de sorte qu'une foule de champignons poussait au-dessus. Plusieurs disques de métal, sans doute de vieilles pièces de monnaie, comme ceux que j'ai là traînant au fond de la boîte, mais elles ne contenaient rien d'autre. À ce moment-là, toutefois, nous n'avons guère pensé à cette vieille boîte, car nos yeux étaient rivés sur une chose qu'on voyait accroupie tout à côté. C'était tassé, sur ses cuisses, le corps d'un homme vêtu d'un complet noir, la tête affaissée sur le bord de la boîte, qui l'enserrait de ses 2 bras. Cette position avait fait monter à son visage tout le sang qui ne circulait plus, et nul n'aurait pu reconnaître ses traits, déformés et cramoisis. Toutefois, la taille de l'homme, son costume, ses cheveux suffirent pour montrer à mon client, quand nous eûmes redressé le corps, que c'était bien le sommelier disparu. Il était mort depuis quelques jours, mais il y avait sur sa personne ni blessure, ni meurtrissure, qui révéla comment était survenue cette fin terrible. Quand nous avons eu emporté le corps hors de la cave, nous nous sommes retrouvés en face d'un problème presque aussi formidable que celui par lequel nous avons commencé. J'avoue que jusque-là, Watson, j'avais été quelque peu déçu dans mes recherches. J'avais compté résoudre le mystère une fois que j'aurais trouvé l'endroit auquel le rituel faisait allusion. Mais maintenant, j'y étais, et je demeurais apparemment aussi éloigné que jamais de connaître ce secret que la famille avait bien caché avec de laborieuses précautions. Il est vrai que j'avais fait la lumière sur le sort de Brunton, mais il me fallait à présent découvrir comment le destin l'avait surpris et quel rôle avait joué dans cette affaire la bonne qui avait disparu. Je me suis assis sur un tonnelet dans un coin et j'ai avec soin passé en revue toute l'affaire. Vous connaissez mes méthodes dans ces cas-là, Watson. Je me mets à la place de l'homme, après avoir estimé son intelligence, j'essaie d'imaginer comment j'aurais moi-même procédé dans les mêmes circonstances. Dans ce cas, la chose était simplifiée par l'intelligence de Brunton, qui était de premier ordre. Point n'était besoin donc de tenir compte de l'équation personnelle, comme l'ont appelé les astronomes. Il savait qu'il y avait quelque chose de précieux caché quelque part. Il avait localisé l'endroit. Il avait constaté que la pierre qui couvrait cet endroit était trop lourde pour qu'un seul homme la soulevât sans aide. Qu'allait-il faire alors? Il ne pouvait aller, même s'il avait eu quelqu'un à qui il pût se fier, chercher de l'aide à l'extérieur, débarricader les portes et courir un grand risque d'être découvert. Mieux valait, si possible, trouver l'aide voulue dans la maison. Mais qui pouvait-il solliciter? Cette fille lui avait été très attachée, si mal qu'il les traitait. Un homme a toujours beaucoup de peine à se rendre compte qu'il a pu perdre définitivement l'amour d'une femme. Il tenterait, grâce à quelques attentions, de faire la paix avec la bonne, puis l'engagerait à devenir sa complice. Une nuit, ils iraient ensemble à la cave et leurs forces réunies suffiraient pour soulever la pierre. Jusque-là, je pouvais suivre leur action, comme si je les avais effectivement vus. Mais pour 2 personnes dont l'une était une femme, ce devait être un bien lourd travail que l'enlèvement de cette pierre. Un vigoureux policeman du Sussex et moi, nous n'avions pas trouvé la besogne facile. Alors, qu'aurait-il donc fait pour faciliter la tâche? Je me suis levé et j'ai examiné avec soin les bûches éparses sur le sol. Presque tout de suite, je suis tombé sur ce que je souhaitais. Un morceau de bois de presque 1 mètre de long,
portait à une de ses extrémités une entaille très nette, tandis que plusieurs autres étaient aplatis sur le côté, comme s'ils avaient été comprimés par quelque chose de très lourd. Évidemment, une fois la pierre un peu soulevée, ils avaient glissé des bibelots de bois dans la fente jusqu'au moment où l'ouverture étant enfin assez large pour s'y introduire. Ils l'avaient maintenue ouverte à l'aide d'une bûche placée dans sa longueur, et il pouvait s'être entaillé à son extrémité du bas, puisque tout le poids de la pierre levée la pressait contre le bord de l'autre dalle. Jusque-là, j'étais encore en terrain ferme. Et maintenant, comment allais-je procéder pour reconstruire ce drame nocturne? Évidemment, une seule personne pouvait descendre dans le trou, et cette personne, c'était Brunton. La fille avait dû attendre sur le bord. Brunton avait alors ouvert la boîte, lui avait passé ce qu'elle contenait, je le présume, puisqu'on n'a rien trouvé, et alors, qu'est-il arrivé? Quel feu de vengeance mal éteint se ranima-t-il tout à coup? Flamba-t-il dans l'âme celte de cette passionnée, quand elle vit en son pouvoir l'homme qui lui avait nui, et peut-être bien plus que nous le soupçonnions? Était-ce par hasard que le bois avait glissé et que la pierre avait enfermé Brunton dans ce qui était devenu son tombeau? La seule culpabilité de la fille avait-elle été de garder le silence sur le sort de l'homme, ou d'un coup brusque avait-elle fait sauter le support de bois et laissé brutalement retomber la pierre en place? Quoi qu'il en fût, il me semblait voir la silhouette de la femme, étreignant toujours sa trouvaille et grimpant à toute vitesse l'escalier sinueux, tandis que ses oreilles retentissaient peut-être des appels assourdis et du bruit des mains qui tambourinaient frénétiquement sur la dalle de pierre, qui étouffait jusqu'à le tuer. L'amant infidèle. C'était là le secret du visage blafard de cette fille, le secret de ses nerfs ébranlés et de son accès de rire hystérique le lendemain matin. Mais qu'y avait-il eu dans la boîte, et qu'en avait-elle fait? Naturellement, ce devaient être les vieux morceaux de métal et les cailloux que mon client avait retirés de l'étang. Elle les y avait jetés aussitôt qu'elle l'avait pu, pour faire disparaître la dernière trace de son crime. Pendant 20 minutes, j'étais demeuré assis, réfléchissant à toute l'affaire. Musgrave était toujours debout, très pâle, et balançant sa lanterne, il regardait dans le trou. « Ce sont des pièces de Charles Ier, dit-il, en me tendant celles qui étaient restées dans la boîte. Vous voyez que nous avions raison quand nous avons établi la date du rituel. Peut-être trouverons-nous autre chose de Charles Ier, m'exclamai-je, comme tout à coup le sens probable des 2 premières questions du rituel s'imposait à ma pensée. Faites-moi voir le contenu du sac que vous avez retiré du lac. Nous sommes donc remontés à son bureau et il a placé les débris devant moi. En les regardant, j'ai pu comprendre qu'il les considérait comme de peu d'importance, car le métal était presque noir et les pierres ternes et sombres. Toutefois, j'en ai frotté une sur ma manche et au creux sombre de ma main, elle s'est mise à briller comme une étincelle. Le gros morceau de métal avait l'apparence d'un double cercle, mais plié et tordu. Il avait été déformé. Vous ne devez pas oublier, dis-je, que le parti royaliste a résisté en Angleterre après la mort du roi et que, quand à la fin, ils se sont enfuis, ils ont probablement laissé enterrer derrière eux beaucoup de leurs biens les plus précieux, avec l'intention de venir les chercher en des jours plus paisibles. Mon ancêtre, Sir Ralph Musgrave, fut un cavalier éminent et le bras droit du roi Charles Ier lors de son exil et de sa vie errante, dit mon ami. Vraiment? Eh bien, je crois que ce fait doit nous fournir le dernier maillon qui manquait à notre chaîne. Je vous félicite d'entrer en possession, bien que de façon tragique, d'une relique qui a en elle-même une valeur grande, mais qui a, plus importante encore, une curiosité historique. Qu'est-ce donc? Balbutia Musgrave, étonné. Ceci n'est rien, de moins que l'ancienne couronne des rois d'Angleterre. La couronne? Exactement. Considérez ce que dit le rituel. Quelles sont les formules? À qui appartenait-elle? À celui qui est parti.
Cela se passait après l'exécution de Charles. Puis, qui doit la voir? Celui qui viendra. Celui-là, c'était Charles II, dont on prévoyait déjà la venue. Je crois qu'on ne saurait mettre en doute que ce diadème bosselé et informe a jadis couronné la tête des rois Stuart. Et comment est-il venu dans les temps? Ah, il nous faudra quelque temps pour répondre à cette question. Là-dessus, je lui retraçai la longue chaîne de suppositions et de preuves que j'avais imaginées. La nuit était tombée, et la lune brillait au ciel avant que j'eusse achevé mon récit. Et comment se fait-il que Charles n'ait point repris sa couronne à son retour? Demanda Musgrave en remettant la relique dans son sac de toile. Là, vous mettez le doigt sur le seul point que, sans doute, nous ne serons jamais capables d'élucider. Il est probable que le Musgrave, détenteur du secret, mourut dans l'intervalle et que, par négligence, laissant ce rituel à son descendant, sans lui en expliquer le sens. À partir de ce moment-là, on se les transmit de père en fils, jusqu'au jour où il tomba enfin entre les mains d'un homme qui en déchiffra le secret mais perdit la vie dans l'aventure. Et c'est là, Watson, l'histoire du rituel des Musgrave. Ils ont la couronne là-bas, à Hurlstone. Bien qu'ils aient quelques ennuis avec la loi et une forte somme à payer pour obtenir la permission de la garder, je suis sûr que si vous veniez de ma part, ils seraient heureux de vous la montrer. Quant à la femme, on n'en a plus jamais entendu parler. Il est probable qu'elle ait quitté l'Angleterre et que, en portant le souvenir de son crime, elle s'en est allée en quelque pays par-delà des mers. Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. Moi, elle m'a passionné. N'hésitez pas à commenter, à dire votre avis, à dire ce que vous voulez écouter pour la prochaine fois. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir et merci.